L'acte d'union de 1532. Claude, la fille de Anne de Bretagne, meurt en 1524, ce qui fait de son fils aîné l'héritier universel, l'héritier de la couronne de France et de Bretagne. François Ier administre donc la Bretagne au nom de son fils jusqu'à ce que celui-ci ait l'âge réglementaire pour pouvoir régner. En 1532, François III, âgé de 14 ans, qui est l'âge du potentiel sacrement, donc l'âge de sa majorité, François Ier décide de peut-être lui faire visiter le duché, peut-être d'en faire un duc de Bretagne à Rennes, et ça serait l'occasion pour François Ier de faire un tour à l'ouest vers la Normandie et la Bretagne. En été 1532, donc il passe par le Mont-Saint-Michel, par Vannes, où il s'arrête au château de Soussigniot, château des ducs de Bretagne, où il y a eu les États de Bretagne. Ceux-ci se sont réunis lors de la venue du roi pour lui faire une triple demande. Ils lui ont fait une demande lors d'une belle réception, de faire une belle réception pour le duc. Ils ont fait une demande pour pouvoir faire une cérémonie très belle, très calée à Rennes, à la cathédrale de Rennes, pour le couronner duc. Deuxième demande, les députés des États ont demandé l'union au roi. C'est eux qui ont demandé l'union Bretagne-France pour préserver la Bretagne, pour une préservation de ses privilèges et de ses droits. Donc non, ils n'étaient pas totalement à l'ouest. C'est le cas de le dire. Non, c'était réfléchi. Ils savaient qu'en faisant ça, ils pourraient demander à conserver leurs privilèges et leurs droits. Certains de leurs privilèges et certains de leurs droits. Le 14 août 1532, il y a le couronnement de François III à Rennes, qui est apparemment une cérémonie grandiose, la plus belle qui a été faite pour un duc. Cette demande, ce couronnement n'est pas absurde. Il est fondateur d'une nouvelle situation. Ainsi, les États de Bretagne jouent la carte de l'union avec leurs statuts et leurs privilèges. Ainsi, ils essaient de tout conserver. Il y a la mort de François III, 2 ans après son sacre. Il ne prend donc jamais le trône de France. Et son successeur est Henri II, mais celui-ci n'a jamais été sacré duc de Bretagne. La Bretagne conserve ses privilèges, étant une province à statut particulier, un pays d'État. Il conserve ses coutumes juridiques, ses tribunaux, ses privilèges politiques. Elle est toujours représentée auprès du roi par une assemblée des 3 ordres, les États provinciaux. La Bretagne garde ses impôts et le roi n'a pas le droit d'ajouter des impôts de France. Il n'a pas le droit, par exemple, d'instaurer la taille ou la gabelle. La gabelle étant un impôt sur le sel, la Bretagne étant créatrice. Créatrice. Elle n'en paie pas. On parle d'un acte d'union réel et perpétuel de la Bretagne à la France. Quelle place dans le patrimoine breton? La figure de Anne de Bretagne. C'est une figure populaire depuis longtemps. Dans plusieurs villes bretonnes, des maisons sont surnommées les maisons de la duchesse Anne, ce qui n'est historiquement pas juste. Il s'agit uniquement d'une mémoire à conserver. Plusieurs maisons ont été dans ce cas, mais la plupart ne dataient absolument pas de l'époque de Anne de Bretagne. Il y a également un reliquaire en or qui a été conservé à Nantes. Il était censé conserver le cœur d'Anne de Bretagne après sa mort, ce qui a probablement été fait, mais maintenant son cœur n'y est plus ou pas. Et ça reste tout de même un symbole de mémoire envers Anne de Bretagne. Elle est également l'effigie de produits dérivés, comme des images, des assiettes, une chanson même.
la duchesse Isabeau ou sur Sabot si je ne me trompe pas. L'image repose sur des erreurs ou des approximations, comme les maisons de la duchesse Anne. Il y a donc une place patrimoniale de Anne qui est assez politique. Il n'y a pas de transmission sans arrière-pensée. Dans le milieu politique, celui-ci est lié à la noblesse. Il y a une nostalgie de la monarchie et des ducs de Bretagne. Ça s'apparente à du régionalisme, défense des particularités bretonnes face à la République laïque. Par exemple, au XXe siècle, Anne de Bretagne a été au cœur de l'affrontement entre le nationalisme breton et la République. Dans la niche de l'hôtel de ville de Rennes, qui symbolisait l'union de la Bretagne à la France, était représenté par le baiser entre Anne et Charles VIII. En 1911, celui-ci a été détruit. En 1932, ce groupe de bronze a été détruit dans un contexte de nationalisme. Mais il y a bien sûr tout de même des raisons objectives à la réputation positive de Anne de Bretagne. Parce qu'elle avait beaucoup de qualités personnelles, la beauté, l'esprit, la piété, l'intelligence, que même des ambassadeurs étrangers reconnaissaient, une implication culturelle, parce qu'elle utilise les revenus du duché et même des revenus personnels pour des réalisations en Bretagne, comme le château des Ducs à Nantes, ou encore pour le tombeau de ses parents en marbre, qui est à Nantes, il me semble. Et elle a également fait un soutien aux arts, notamment aux enluminures, et une protection à des écrivains comme Antoine Dufour. Il y a une réelle énergie pour défendre la province, une vraie habileté et, comme diraient les Anglais, agency, une protection des minorités. Et on a également un historien, Dominique Lepage, qui en 2007 a une certaine citation sur Anne de Bretagne, qui était une grande figure du patrimoine breton.